c'est petit. Tu la connais, ça? Elle fait ça. La salle, elle fait ça. Là, voilà. Donc à la mairie, ça va avoir un impact terrible. Demain, il a la peur. Désolé. À un moment donné, il va falloir que je sorte, j'espère que je ne vais pas tout casser. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Aimé et moi tenions à vous remercier d'être venus si nombreux à ce rendez-vous de l'entre-deux-tours pour les 3 cantons d'Avignon, Montfavet et Mortières. Ce sont 3 cantons qui vont voir, vous le savez, des duels entre la gauche et nous. Ça a le mérite d'être clair et nous nous en réjouissons car au moins les électeurs auront un choix simple. Soit ils repartent pour 6 ans d'une politique qui a mené le Vaucluse au bout du rouleau, avec un taux de chômage largement supérieur à la moyenne, avec des jeunes qui quittent le département, le Vaucluse perdant désormais des habitants, avec une pauvreté croissante, en partie importée du fait d'une immigration incontrôlée. Nous sommes ainsi aujourd'hui le 7e département le plus pauvre de France, avec des exploitations agricoles qui s'écroulent et disparaissent. Vous rendez-vous compte que nous avons perdu en moins de 10 ans un quart de nos agriculteurs. Ce ne sont là que quelques exemples, mais la liste des échecs de la gauche depuis 14 ans pourrait encore être longue et en tout cas illustre la nécessité et l'urgence qu'elle n'ait plus la majorité à défaut d'y siéger au sein du département. Vous pouvez ce dimanche faire un autre choix. Comme vous, celui que nous attendons, celui que nous espérons, celui pour lequel nous nous battons. Depuis de nombreuses semaines maintenant, Aimé et moi, nous avons entendu combien les électeurs attendent un véritable changement, afin de se débarrasser d'une gauche nuisible et donc de nous faire gagner notre canton d'Avignon 2, mais aussi les autres cantons d'Avignon et une majorité des cantons au sein du département. Et là, nous pourrons enfin montrer au conseil départemental, comme nous le faisons déjà dans plusieurs villes depuis 1 an, que nous tenons nos promesses et que nous savons gérer au bénéfice des habitants et de l'intérêt général. Dans notre canton, qui comprend le centre-ville, la Barthelasse, les parties nord de Montbard et de Champfleury, ainsi que l'ouest de la ville, nous sommes arrivés 2e au premier tour, avec plus de 30% des voix à seulement quelques points du binôme vert. Enfin, quand je dis vert, on sait souvent qu'en politique, le vert est la couleur du camouflage du rouge. Alors évidemment, le choix d'Igor et Grishka Yordanov, de Madame Farr et de Monsieur Yordanov n'est pas un hasard. La gauche s'est dit, le centre c'est bobo, on va mettre des verts et ça va le faire. Alors en effet, ça fait illusion au premier tour, avec un score qui est cependant un trompe-l'œil. Nous savons très bien que ces verts sont au final très solitaires, et qu'en tout cas, ils ne représentent pas les agriculteurs. Ils ne représentent pas les attentes de la majorité de la population de ce canton. Parce qu'ils n'ont tout simplement pas de projet pour ce département. Bien sûr qu'il faut travailler sur la transition énergétique. Bien sûr qu'il faut revoir les modes de déplacement. Mais cela s'inscrit dans un projet global qui comprend de l'écologique, de l'économique, du social, du culturel. Un projet que nous sommes justement les seuls à avoir parce que nous sommes persuadés que l'écologie n'est une idée ni de droite, ni de gauche, mais une idée de bon sens. Une idée de bon sens qu'il faut inclure dans la manière dont nous gérons nos collectivités. C'est en tout cas ce que nous proposons. Et c'est le seul moyen d'arriver à cette véritable évolution pour le Vaucluse. Entre nous, quelles sont concrètement les propositions des Verts pour l'économie de notre département? Comment
Il y aurait pourtant beaucoup de choses à faire dans notre canton d'Avignon 2, comme dans ce département. Prenez par exemple le tourisme. Notre département tire une part non négligeable de ses emplois et de ses ressources du tourisme. Or, sur Avignon, que constate-t-on? Une partie de l'année, rien ne se passe. Ce qui implique de renforcer la présence de touristes hors saison estivale. Et donc notamment de développer le tourisme d'affaires, qui ne marche pas assez, car notre centre des congrès au sein du Palais des Pâques est trop petit. Eh bien, déménageons les archives départementales. C'est la compétence du département pour permettre de disposer à Avignon d'un centre de congrès digne de ce nom, et donc d'avoir davantage d'activités. Autre exemple, l'île de la Barthelasse, où existent, comme dans le canton d'Avignon 3, de réels enjeux sur les terres agricoles et sur les exploitations. Car le maintien de nos traditions agricoles fait partie intégrante de notre histoire et de notre mode de vie. Or, les choses vont de mal en pis. Alors évidemment, le département ne peut pas tout faire. Il n'est pas responsable des accords de libre-échange. Je vous répète. Le département n'est pas responsable des accords de libre-échange qui signent la perte de nos exploitations agricoles. Il n'est pas à la source de l'inflation normative qui fait baisser les bras à beaucoup d'agriculteurs, mais il peut soutenir les initiatives de la Chambre d'agriculture et des professionnels. Il peut éviter de suivre des politiques néfastes pour notre agriculture. Il peut en partie compenser des décisions nationales ou européennes aberrantes. Il peut soutenir l'installation de jeunes agriculteurs et la transmission d'exploitation. Et cela, tant que nous pourrons le faire, nous le ferons. Enfin, le département est un acteur essentiel de la préservation et de la promotion de notre patrimoine. Et je vous assure que si nous parvenons à gagner ce département, nous aurons rapidement un véritable schéma directeur pour le Palais des Papes. Cher à mon cœur, ça vous savez. Merci. Ainsi que pour d'autres monuments emblématiques d'Avignon, et je pense notamment à la chapelle Saint-Charles qui est aujourd'hui désacralisée et que nous pourrions, pourquoi pas, en faire un auditorium. Avignon demeure la cité des papes. Avignon est un des symboles de notre civilisation qui puise et puisera encore ses références dans l'Antiquité grecque et romaine et dans la chrétienté. Et je voudrais à ce propos aborder avec vous un point essentiel qui est celui de la laïcité. Nous aurons à cœur de garantir la laïcité dans les services publics, du département, dans les crèches, dans les établissements qui relèvent de notre compétence. Mais la laïcité n'est pas le document. Elle ne veut pas dire renier notre histoire et nos traditions. Noël, sa crèche, l'épiphanie et ses galettes, Pâques et ses œufs sont évidemment des fêtes chrétiennes. Ce sont aussi des traditions qui vont au-delà des appartenances religieuses. Ce sont des fondements de notre civilisation qui n'ont pas à disparaître et qui avec nous ne disparaîtront pas. Il faut que chacun autour de nous puisse convaincre de la justesse de notre combat. Dimanche dernier, grâce aux Avignonnais, nous avons franchi une première étape. En effet, nous avions un vainqueur autoproclamé, M. Alain Dufaux, dont les électeurs ont clairement montré qu'ils n'en voulaient plus. Dimanche prochain, dans notre canton, il ne faudra pas se tromper. Les écologistes ne sont en fait que les continuateurs du système de la gauche qui a mené le Vaucluse au bord du gouffre. Ils n'ont rien de neuf à proposer. Le binôme Faure-Jordanov est un binôme du passé. Or, les Vauclusiens veulent à juste titre un changement. Ce changement, les candidats à RDM-FN sont les seuls à l'incarner. C'est pourquoi nous invitons tous les électeurs à constituer un très large rassemblement
une gauche qui a été catastrophique pour le Vaucluse et pour les Vauclusiens. Il vous propose des mots et des formules creuses. Nous vous proposons des actes. Avant de céder la parole au binôme d'Avignon 1, José Rigaud et Fabien Mendes, avec lui nous aimerions remercier très chaleureusement nos suppléants André Puglioni, connu sous le nom de Doudou. Ainsi que Guy. Ouf, passer derrière un Sophie, ça va être dur. D'autant qu'elle a dit la plupart des choses qu'on avait dit, enfin, qui étaient prévues sur le programme. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est notre nom qui est au devant de l'affiche, mais derrière, c'est toute une équipe. Je voudrais rendre tout d'abord hommage, deux hommages, à toutes les équipes qui travaillent derrière nous, ces hommes, ces femmes, qui vont tracter, qui vont boiter sous le vent, sous la pluie, par tous les temps. Je crois que sans eux, on ne serait rien. Et si demain on gagne, c'est aussi grâce à eux et avec eux. Je crois que la couleur ne va pas être content de ce que je vais dire. Mais sa femme le saurait. Joséphine de Bornay. Cherchez son nom. Au Front National, les femmes sont le fer de lance de notre mouvement, et avec tel talent. Aujourd'hui, elles nous montrent les chemins au front, demain elles seront aux manettes du pays. Je remercie nos suppléants, Magali, Pillot et Philippe Ordal de la Avec vous, avec eux, nous irons à la victoire. Aussi, je vais donc passer la parole à ma binôme, Joséphine de pardon. Dans notre canton, comme vous le savez, nous sommes arrivés deuxième au premier tour, mais avec également plus de 30% des voix. Et quand on regarde les forces en présence, nous voyons que nous pouvons largement gagner. Car Madame Belaïdi, étant adjointe au maire et ancienne présidente de l'OPH, avec le succès qu'on sait, a fait avec M. Moretti le plein de ses voix au premier tour. Et ils sont donc loin du compte. Et même si on y rajoute quelques pourcents issus de chez M. Mimoun, notamment, même si on sait que la gauche, dans ce canton, comme dans les autres, fait le tour des quartiers, comme elle l'a fait municipal, pour promettre monts et merveilles aux électeurs, bien sûr. Promesses qui, évidemment, ne seront pas tenues. Et pour dire des contre-vérités sur notre programme. Et bien, même avec cela, ils sont au moins des 50%. Parmi ces contre-vérités, il y aurait le fait que nous serions contre la politique sociale. C'est quand même du grand n'importe quoi. Déjà, nos vies, à tous les deux, nous ont menés depuis de nombreuses années, particulièrement
ont amenés à être particulièrement sensibles pour toutes les questions qui touchent le social et tout ce qui touche à l'insertion. Ainsi, Fabien est un homme des quartiers qui a toujours gardé en lui l'idée que l'effort permettait de s'en sortir. Il a été prof de sport, de boxe. Il a vu des jeunes qui n'étaient pas forcément des as sur le plan scolaire s'en sortir grâce au sport. Car nous sommes tous bons quelque part. Il suffit de chercher et de trouver. Fabien l'a fait auprès de nombreux jeunes qu'il a aidés pendant des années. On peut à ce titre l'applaudir. Pour ma part, j'ai vécu en France et à l'étranger. Et j'ai longtemps travaillé dans le secteur de l'éducation et des associations. J'en ai gardé le souci constant de la justice et de l'aide à mon prochain. Mais au-delà, il va de soi que nous conserverons bien évidemment une politique sociale ambitieuse. Mais surtout, nous voulons en faire une politique sociale exemplaire. Demain, quand nous gérerons ce département, bien sûr, nous allons continuer à verser le RSA à tous ceux qui remplissent les conditions d'attribution. Déjà parce que c'est normal et que c'est la solidarité. Et puis aussi parce que c'est la loi. En revanche, nous vérifierons strictement que ces aides ne sont pas versées à tort, que les attributaires en remplissent les conditions et qu'il n'y a ni fraude ni abus sur l'argent qui est de l'argent public, l'argent des Vauclusiens. Nous mettrons aussi particulièrement l'accent, en lien avec les acteurs économiques, sur le volet insertion du RSA, afin qu'un maximum d'allocataires puissent s'en sortir et retourner à l'emploi. Nous vérifierons aussi la pertinence et l'intérêt d'un ensemble d'aides versées par le département. Tout ceci non pas pour stigmatiser les pauvres, bien au contraire. Mais en effet, nous n'aurons pas forcément la même démarche que la gauche, vous vous en doutez. Car le problème avec la gauche, c'est qu'elle aime tellement les pauvres qu'ils passent leur temps à en fabriquer de nouveaux. Eh bien, nous allons essayer de les aider pour qu'il y en ait moins. Et grâce aux économies que nous effectuerons sur ces budgets, car je vous rappelle, par exemple, que les allocataires du RSA, c'est 86 millions d'euros cette année, soit 40% de plus par rapport à 2009. Eh bien, nous pourrons agir dans deux secteurs également prioritaires, où nous sommes actuellement à court de moyens. Celui des seniors, tout d'abord, en travaillant à créer de nouvelles places dans les établissements d'accueil, à maintenir des heures pour les agents à domicile, qui en ce moment baissent régulièrement, à trouver des solutions pour lutter contre la solitude et l'isolement de nos aînés. Et puis ici, bien sûr, il y a le handicap, où il y a encore beaucoup à faire, à la fois sur l'accessibilité, sur l'accompagnement au quotidien, notamment pour la scolarité et pour l'emploi, car cela est important dans certains cas, mais aussi l'accueil et le placement. Nous continuerons donc à intervenir, bien sûr, sur le secteur associatif. C'est un enjeu essentiel. Et là encore, nous n'entendons pas comme ineptie, disons, contrevérique, selon le genre. Mais encore une fois, nous le ferons avec le souci de l'intérêt général.
ce qui veut dire contrôler, évaluer la destination et l'intérêt de ces subventions. Rappelons que le département aide près de 1600 associations. Certaines méritent sans doute plus et d'autres beaucoup moins. Il y aura un énorme travail d'analyse et nous le ferons. La liste de tout ce qu'il y a à faire pour ce département est énorme et ce serait trop long à vous décrire. Nous avons, chacun de vos binômes, les 3 cantons d'Avignon, dit et écrit nos actions prioritaires. Il est vrai que cela sonne parfois comme les 12 drapeaux d'Hercule, mais soyez-en convaincus, nous nous y attellerons avec conviction et avec courage. Vous savez, quand nous sommes sur le terrain, quand nous discutons avec les habitants, quand nous entendons ou voyons tous ceux qui veulent s'en sortir, et que souvent on n'aide pas, ou mal, et quand d'un autre côté on voit un certain nombre qui profitent du système et de ses failles, on se dit que ce n'est pas normal, que ça n'est pas juste, et que ça ne peut plus. D'ailleurs, nous sommes le canton avec le plus fort taux d'abstention, ce qui montre bien que de nombreux habitants ne croient plus à la politique. C'est à nous de leur redonner espoir, à nous de leur montrer que les choses peuvent changer, à nous de rétablir la justice et l'équité, et au final, de contribuer à rétablir dans nos quartiers la liberté, notamment celle d'aller et de venir en sécurité, l'égalité, par une politique sociale juste, beaucoup plus juste, et la fraternité qui permettra à chacun de vivre normalement dans les quartiers, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors je dirais que les vrais républicains, ce sont les binômes Front National, Rassemblement Bleu Marine. Car nous sommes les seuls à véritablement défendre les valeurs de la République. Et je suis sûre que les électeurs nous rejoindront, nombreux, pour nous donner, enfin, cette majorité contre la gauche dimanche prochain. Avant de laisser la parole à Sylvie Saint-Jean et Philippe Boutiot, je voudrais demander également que vous applaudissiez nos suppléants Magali et Philippe. Chers amis, bonjour. Vous savez que j'étais dimanche dernier triplement heureuse. Heureuse car ma première expérience en politique active et passionnante est particulièrement enrichissante. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement motivant d'être acteur d'un changement, du changement qui est en train de se produire pour le peuple. Heureuse également car nous sommes arrivés en tête de ce premier tour avec près de 40% des voix. Ce qui laisse bien augurer du second, même si rien n'est fait,
arriver à aller au-delà des 50% est gagné. Des voix. Et je voudrais tout particulièrement remercier les Mauriéroises et les Mauriérois. Bon, beaucoup a déjà été dit par nos deux autres binômes et je serai brève. Je voudrais simplement vous dire pourquoi je pense que nous allons gagner lors de ce second tour. Dans notre canton, comme dans bien d'autres, à Avignon et sur ce département. Nous allons gagner car nous représentons un réel espoir. Et sans doute aujourd'hui, le seul. Les Vauclusiens ont tout essayé. Ils ont eu l'UMP, ils ont eu la gauche, et ils voient aujourd'hui les résultats. Ils en ont assez qu'on les promène. Et ils en ont assez de ceux qui leur promettent tout, mais qui ne tiennent rien. Alors aujourd'hui, ils voient non seulement que nous avons des propositions concrètes et raisonnables, qui peuvent permettre au Vaucluse d'entamer son redressement, et ils voient aussi, pour ceux qui pouvaient avoir des doutes, que dans les villes que nous gérons, cela se passe bien, et bien que les habitants sont davantage satisfaits de leur maire et de la gestion, et de leur ville que la... et que les habitants sont davantage satisfaits de leur maire et de la gestion de leur ville que la moyenne nationale. Ce que plusieurs élections au premier tour ont illustré, notamment celle de Joris Évrard. Il voit bien que nous avons une ambition culturelle, que nous avons une ambition sociale et que nous avons aussi une ambition économique pour notre département. Ce dernier point, en tant que responsable d'une PME, j'y suis particulièrement sensible, car c'est en renforçant notre tissu économique, notamment nos TPE et nos PME et notre artisanat, que nous pourrons nous en sortir, que nous pourrons recréer de l'emploi et briser cette spirale infernale du déclin. Alors évidemment, le département ne pourra pas tout faire. Il n'est pas responsable de la désastreuse politique économique du gouvernement que nous vivons actuellement. Ce sont les régions et les intercommunalités qui sont en première ligne dans ce domaine. Mais au moins jusqu'à fin 2016, le département a aussi un rôle à jouer. Et ce rôle, nous le jouerons en lien étroit avec l'ensemble des acteurs économiques. Nous les rencontrerons et verrons rapidement ce que nous pourrons mettre en œuvre grâce aux économies que nous aurons réalisées et afin de redonner une bouffée d'oxygène à notre Vaucluse asphyxiée par des années de gestion de la gauche. Et j'appelle donc tous les Avignonnais, tous les Montfavétains et tous les Mauriérois à aller voter dimanche pour une politique de bon sens, comme le dit souvent Marion, et pour en finir avec la gauche. C'est vrai que la gauche, on n'en peut plus. Je sais pas pourquoi je les supporte. Ah, je peux plus. Il y a des moments, ça prend de l'air. Non. Il faut plus dire non plus, d'ailleurs, on ne peut plus une large majorité, ils l'ont bien montré. Alors, il y a de quoi. Alors, je ne vais pas revenir sur les échecs, je ne vais pas revenir sur les mensonges,
d'attente de notre département si par malheur la gauche gardait ce département. Enfin, nous veillerons dimanche à ce que ce ne soit pas le cas, n'est-ce pas? Alors dans notre canton, dans le canton d'Avignon, Montfavet-Morières, nord-ouest Montfavet-Morières, c'est effarant. Vous savez que j'ai failli venir avec un casque lourd ce soir. Monsieur Castelli, son équipe, ont décrété, je cite, je l'ai lu, parce que quand il parle, je ne comprends pas. Quand il dit, je comprends un peu. Ils ont décrété la mobilisation générale. Rien. C'est écrit. Alors, je me suis dit, tiens, c'est pas mal la mobilisation générale pour l'emploi, on aurait bien besoin. Le département va intervenir. Non, pas ça. Mobilisation générale pour l'emploi, on va dire, pas pour la sécurité, dans les quartiers de Saint-Chamond, des Brantons de Saint-Jean, ça serait bien. Non, pas ça non plus. Cherche. Mobilisation générale pour préserver les terres agricoles de Montfavet, la ceinture verte de Morières, alors qu'il y a certains projets de lotissement que la gauche prépare. Non plus, non. La mobilisation générale, elle sert à une chose, la mobilisation générale contre le Front National. Parce que c'est bien sûr ça le seul et unique programme. Voilà. C'est d'ailleurs... Ah oui, parce qu'il ne faut pas bien troubler le petit confort, ils arrivent à s'arranger entre eux, on l'a bien vu d'ailleurs entre les deux tours. Voilà. Et ils sont prêts à dire, j'ai entendu des trucs, ils sont prêts à dire, à raconter n'importe quoi, tout est son contraire, comme qui dirait, plus c'est gros, plus ça passe, pour garder les sièges qu'ils ont. Voilà, enfin, on songe prêt. Ah, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans le couille en face. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier. Parce que la porte en bête et la porte en méchant. Ah oui. Et on le constate un petit peu. Alors ils sont tellement top depuis quelques jours d'ailleurs, il y a eu quelques échos, les broyeuses fonctionnent à plein, vous savez bien. Oula, ça nettoie, ça fait vide. Ils savent très bien qu'il y en a quelques-unes de turpitude. Alors oui, bien sûr, une fois aux affaires dans ce département, si les électeurs nous en donnent l'occasion, et je suis convaincu qu'ils vont le faire, eh bien, on va remettre de l'ordre, on va retrouver des marges de manœuvre nécessaires pour financer les projets, on va pouvoir compenser la baisse des dotations et surtout maintenir l'investissement. Ça ne sera pas facile, on n'est pas des faiseurs de miracles, mais on l'a montré dans un certain nombre de villes qu'on peut, avec une gestion sérieuse, retrouver les marges de manœuvre et remettre les choses en place dont le plus a bien besoin. Alors oui, tout ça sans augmenter les impôts et la dette. Ce n'est pas tout à fait ce que fait la gauche, je me signale quand même. L'investissement a été réduit entre 2008 et 2012. Les droits de mutation ont augmenté en 2014 et la dette a augmenté de 1 million de francs au budget prévu de 10 millions d'euros par an. Je ne sais pas si c'est comptable, mais j'anticipe. La dette augmente de 10 millions de francs dans le projet d'euros. On compte pas mal dans le projet de budget 2015. Voilà, c'est un budget qui est 2015. Alors oui, on va remettre des choses à plat dans la politique de la ville, par exemple, qui engloutit depuis des décennies des centaines de millions, vous savez, pour les quartiers. Alors, pour certains habitants au moins de ces quartiers, qu'il faille de la rénovation urbaine dans des quartiers difficiles, qui consomment de la pauvreté, bien évidemment, qu'il faille du social, du parcours, bien évidemment. Mais enfin, ça fait plus de 30 ans que des millions et des millions et des dizaines de millions sont déversés. On entend parler de ça. Alors ça crée une politique de la ville, développement social urbain, contrat solidaire, cohésion sociale, tous les trucs qui font vachement bien, vous savez, dans le discours, vous alignez des mots les uns avec les autres, c'est vachement jolie phrase, ça ne veut rien dire, je peux vous en faire. Vous savez, dans une sorte de projet solidaire et citoyen, en prend un aperçu social et participatif, pour demeurer, ça vous en fait une heure comme ça. Est-ce qu'on peut se dire que dans tous ces quartiers depuis 30 ans, il y a davantage de sécurité, il y a un meilleur niveau, un cadre de vie, il y a le retour des commerces? Non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Oui, il y a peut-être quelques commerces bio. Mais c'est vrai qu'on aime pas mal des projets fumeux. Alors.
essayent de s'en sortir, on oublie les apprentis, on oublie les handicapés qui ont parfois du mal à se transporter pour aller travailler parce qu'ils veulent le faire. On oublie aussi nos seniors, qu'on est souvent pauvres, qu'on est souvent seuls, paraît-il, faute de moyens. Et c'est surtout qu'on les laisse parce qu'ils ne font pas parler d'eux. Voilà, ils ne vont pas aller voler des voitures, ils ne vont pas aller caillasser des pompiers, etc. Donc forcément, on ne s'occupe pas d'eux. Moi je vais vous dire que nous allons cesser de les oublier, car ce sont eux qui font la France aujourd'hui, ce sont eux qui font la France de demain, et qui feront de nouveau demain du Vaucluse un département prospère où il fait bon vivre. Alors oui, bien d'espoir est en train de naître, car si nous parvenons, et quand nous gérons ce département, nous pourrons montrer comme dans nos villes que nous tenons, nous, nos promesses et gérons dans le sens de l'intérêt général. Et quand tous les Français l'auront réalisé, quand ils se seront tous rendus compte des mensonges que les partis du système leur assènent concernant, eh bien, nous pourrons nourrir tous les espoirs. Alors évidemment, pour ça, nous avons besoin de vous dimanche, pour voter, bien sûr, pour voter, mais aussi pour faire voter autour de vous. C'est extrêmement important. Vous avez encore quelques jours, si vous êtes là, j'espère que vous êtes convaincus. Donc si vous êtes là, parce que vous êtes convaincus, bien il faut que vous réussissiez aussi à convaincre autour de vous. Vous vous rendez compte, si chacun d'entre vous arrive à convaincre 4 ou 5 personnes qui elles-mêmes pour passer le message, c'est des centaines et des milliers de voix. C'est extrêmement important dimanche parce que ça sera très serré et ce n'est par une mobilisation vraiment de chacun et véritable et profonde que nous arriverons à continuer à entretenir et à développer cet espoir sur lequel nous sommes aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, dimanche, comme dirait l'autre, mobilisez-vous. Non, mais c'est vrai, il faut que tous les électeurs qui veulent en finir avec la gauche dans ce département, eh bien, nous apportent leur suffrage, et bien tous, et c'est vraiment le message que je vous demande de faire passer autour de vous, que tous les électeurs qui veulent tourner la patte de la gauche dans ce département, nous rejoignent et votent pour nos listes dans les 3 cantons d'Avignon et évidemment dans les autres de Vaucluse. Et alors je voudrais aussi saluer nos remplaçants pavétins qui sont là et qui font un travail aussi énorme. On a encore passé quasiment toute la journée avec Robert. Voilà. Nous affrontons les routes. Voilà. Marchons. Alors portez la bonne parole. Voilà. Et donc, en tout cas, je voudrais vraiment remercier, je voudrais aussi remercier tous ceux qui parmi vous, on voit quelques-uns, eh bien, comme c'était dit tout à l'heure, c'est Fabien qui le disait tout à l'heure, comme le disait Joséphine, pardon, comme le disait Fabien tout à l'heure, merci à tous les militants, merci à tous ceux qui nous aident, qui consacrent leur temps, beaucoup de temps ces dernières semaines. Et bien, c'est le sprint final, la campagne s'arrête demain soir, et j'espère, et j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour que tous ces efforts, dimanche soir, portent leurs fruits, et que nous ayons l'occasion de fêter ça tous ensemble. En tout cas, merci à vous. Merci à tous, bravo à tous nos candidats. Alors, je ne sais pas Philippe, mais si la gauche a commencé à faire le ménage et qu'elle fait aussi bien le ménage avec les broyeuses qu'il y a à Hénin-Beaumont, il ne restera ni gomme, ni tringle de rideau, car à Hénin-Beaumont, ils ont tout embarqué, hein, le mobilier, les crayons à papier, les poubelles, les tringles à rideau. Oui, absolument. Ils n'ont laissé que le buste de Jean Jaurès sur le bureau du maire. Alors,
C'est assez amusant parce que, en ce moment, le Parti Socialiste, vous l'avez remarqué, applique la méthode Coué. Monsieur Cambadélis a déclaré que le Front National ne gagnerait ni l'Aisne ni le Vaucluse. Alors c'est assez rassurant parce que Cambadélis c'est un peu comme BHL, c'est-à-dire lorsque vous avez un doute sur ce que vous devez penser, vous écoutez ce qu'ils disent et vous pouvez penser exactement l'inverse. Donc ça c'est pratique. Alors non seulement cela, mais vous avez pu constater comme moi qu'il y a eu un délire statistique absolument fabuleux, des contorsions statistiques au lendemain du premier tour, puisque on hésitait, le Front National était soit deuxième, soit troisième, en tout cas il n'était pas premier, et pour arriver à cela, eh bien, il a fallu faire des mariages absolument extraordinaires, c'est-à-dire additionner les scores à la fois de l'UMP, de l'UDI, des divers droites, du MoDem, qu'importe d'ailleurs que Bayrou est appelé à voter socialiste, et dans l'autre temps, additionner les voix du Parti Socialiste, du Parti Communiste, du NPA, des écologistes, des divers gauches, et en effet, une fois additionnés eh bien, tous ces partis politiques, très laborieusement, eh bien, l'UMP, l'UDI, le MoDem et les diverses droites parvenaient de peu d'ailleurs à dépasser les voix du Front National qui lui était seul, évidemment comptabilisé en tant que parti politique. J'ai même appris que Manuel Valls, et c'était très rare, c'était réservé aux grandes occasions, s'était allumé un cigare pour fêter cela. Et en même temps, bon, je trouve que c'est pas plus mal, il a l'air un petit peu stressé en ce moment, donc si ça peut le détendre un peu, on va lui N'en déplaise à ces messieurs et à ces dames, le Front National est bien resté le premier parti de France. Il est resté, c'est imparable en nombre de voix. Nous avons même fait 400 000 voix de plus qu'aux européennes. Nous étions déjà le premier parti de France. Nous sommes premiers dans 43 des 98 cantons où nous sommes présents. Et nous sommes deuxième dans 33 autres. Et en Vaucluse, nous avons fait encore mieux que cela, puisque nous sommes le seul parti politique à être qualifié dans les 17 cantons. Nous sommes premiers dans 11 de ces 17 cantons, et nous avons gagné une victoire. Nous avons eu une victoire au Comté dès le premier tour. Alors, lorsque je vous dis que la victoire est non seulement souhaitable, mais qu'elle est possible, je ne dis pas cela pour vous faire plaisir. C'est statistique. Voilà. L'UMP est qualifié dans 8 cantons sur 17. Le Parti Socialiste est qualifié dans 9 cantons sur 17. Pour obtenir une majorité absolue, il faut 9 cantons. Alors, à moins que le Parti Socialiste obtienne 100% de succès au deuxième tour de ces élections, ce dont je doute, l'UMP elle est en totale incapacité de le faire, eh bien la réalité c'est qu'aujourd'hui, seul le Front National est en capacité électorale non seulement de sortir la gauche, mais aussi d'obtenir une majorité absolue dans ce département. Et c'est d'ailleurs cela qui les terrifie, puisqu'en effet nous avons eu une campagne absolument minable, il faut bien le dire. Au cours de ces dernières semaines, on a très peu parlé du fond politique. Heureusement que nous avons au Front National chaque fois parlé du fond, et c'est encore ce qu'ont fait nos candidats ce soir, puisque la gauche, elle, s'est complète dans les insultes, dans la diffamation même, il faut bien le dire. J'ai évidemment l'exemple encore en tête de M. Valls qui nous dit à nous, vous n'êtes pas la France, vous n'êtes pas la République, et revendiquant notre stigmatisation. J'ai encore en tête les mots d'ailleurs extrêmement durs aussi de Nicolas Sarkozy avant-hier, qui dit qu'il faut attaquer frontalement et brutalement le Front National. Et j'ai également en tête l'absence totale de programme, tu l'as dit Philippe, de tous ces partis politiques qui n'ont eu de cesse que de définir le Front National comme ennemi public numéro 1, loin, très loin devant la lutte contre le chômage, la lutte contre la délinquance, la lutte contre la pauvreté ou la lutte contre la menace terroriste. Et j'ai vu hier d'ailleurs un exemple
absolument flagrant de cela à travers le tract du président sortant du Conseil général, Claude Haut, qui a donc un tract au recto avec sa phobie, celle de sa titulaire et de ses suppléants, et au verso, alors il n'y a pas de logo socialiste, hein, il y a majorité départementale. C'est beaucoup plus glamour, il est vrai, par les temps qui courent. Et donc au recto, la photo de ces candidats, et alors au verso, on se dit, bon, il va y avoir un programme, une proposition, ou alors il va y avoir son bilan, puisque manifestement, il considère que son bilan est absolument merveilleux et qu'il peut s'en vanter. Eh bien, au recto, au verso plutôt, il n'y avait ni programme, ni bilan, il y avait, comment dire, un dessin assez caricatural du Vaucluse gribouillé avec écrit en dessous « Voilà ce qui arrivera si le Vaucluse passe aux mains de l'extrême droite ». Avec là toute une litanie, il n'y aura plus de subventions, il n'y aura plus de social, il n'y aura plus d'investissement, il n'y aura plus d'aide aux agriculteurs, et les 7 plaies d'Égypte s'abattront du jour au lendemain sur le Vaucluse, et le soleil cessera de briller. Voilà, il y aura des milices privées qui traverseront la route. Voilà, la litanie habituelle que nous sert la gauche qui n'a strictement rien à dire. Et cela, évidemment, a été décuplé au niveau national. Le malheur, si vous voulez, c'est que ces appels à la haine, on peut le dire ainsi, n'ont pas été sans conséquences, puisque nous avons subi de nombreuses agressions au cours, pas en Vaucluse, fort heureusement, quoique quelques menaces quand même, Fabien, hein, menaces de mort quand même. C'est vrai que pour nous, on relativise, mais voilà, nous avons eu des agressions physiques d'un certain nombre de nos candidats en France, en Seine-et-Marne, entre autres, où notre candidat a été agressé et même frappé par un membre du Parti Socialiste. Mais là, je vous laisse imaginer si ça avait été l'inverse. Si ça avait été un membre du Parti Socialiste agressé par quelqu'un du Front National, c'eût été la course à l'indignation. Évidemment, la personne en a parlé. Nous avons eu une remplaçante qui a été violentée alors même qu'elle collait des affiches, remplaçante de 83 ans. Quand même, nous avons eu l'une de nos jeunes candidates à Nantes, française, d'origine maghrébine, qui s'est fait prendre les cheveux par quelques racailles et cogner la tête sur le pare-brise de la voiture en se faisant insulter. Cette jeune femme d'ailleurs a été traumatisée et a dû abandonner sa candidature. Et puis nous avons eu également, et ça je dois dire que c'était quand même le comble, une succession de moqueries à l'égard du physique de nos candidats. Ça a été le grand jeu sur les réseaux sociaux. J'en ai un exemple encore en tête, un certain monsieur Dubois, candidat UDI dans l'Essonne, qui s'est amusé donc à mettre en lien un certain nombre d'affiches de nos candidats et à faire un commentaire, le commentaire suivant. Cela donne envie de voter pour l'extrême droite, 3 petits points, voilà, de façon totalement ironique. Alors je suis allée me renseigner un petit peu sur ce cher monsieur Dubois et j'ai découvert que son père, monsieur Xavier Dubois, lui-même également candidat UDI dans l'Essonne, est l'ancien président du Conseil général de l'Essonne, et que ce charmant monsieur a été condamné dans les années 2000 pour détournement de fonds publics, falsification de documents administratifs, prise illégale d'intérêt, 18 mois de prison, déchéance de son mandat de sénateur et 100 000 euros d'amende, 100 000 francs pour le coup d'amende. Et ce cher monsieur vient donc nous donner des leçons. Après cela, toute honte lui, alors je n'ai pas résisté. Je lui ai répondu un petit tweet également, dans lequel j'ai mis en lien ces condamnations et j'ai commenté « Cela donne envie de voter pour l'UDI, 3 petits points, voilà. » Si ça peut vous consoler, parce qu'il y a quand même une justice dans ce monde, ce cher Xavier Dubois a été éliminé dès le premier tour par notre candidat Front National. Délirant que j'ai eu dans la succession de mépris dont nous avons été l'objet, y compris d'ailleurs dans la presse locale, puisque j'ai découvert récemment qu'un certain politologue autoproclamé expert de l'extrême droite, vous connaissez un peu le phénomène, nous expliquait que nos candidats faisaient de la politique pour s'extraire d'une situation professionnelle peu valorisante. Vous apprécierez. Vous êtes finalement des ploucs opportunistes, hein, voilà. C'est pour ça que vous faites de la politique. Vive les ploucs, ouais. Vive les sans-vents. Alors, ils sont, on va dire, là ils se sont surpassés
dire, du niveau d'éducation des électeurs selon leur vote, en fonction des partis. Et il commentait, voilà peut-être un début d'explication, 3 petits points. En cela, il citait le fait que le Front National était majoritaire, en effet, chez non seulement les sans diplôme, mais aussi les CAP, les BEP, tous les bacs techniques. J'ai oublié d'ailleurs de dire par là même que nous avons plus de bacs plus de qu'eux, mais c'est pas la question. En gros, vous avez un CAP, vous êtes un petit peu stupide, donc vous votez Front National. Voilà, donc le commentaire de SOS Racisme, vous savez, ces gens qui ont la main sur le cœur, hein. Toujours pour les petites gens, les sans-dents, qui ne pensent qu'à eux et qui sont en train de nous expliquer que finalement, les gens qui ont un CAP n'auraient pas le niveau d'éducation nécessaire pour être des citoyens aguerris. Et donc finalement, il faudrait presque un vote censitaire. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir aussi le niveau non seulement d'éducation, mais aussi, l'extrait de casier judiciaire ou les salaires des dirigeants de SOS Racisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça pourrait être assez cocasse, je pense. Alors le problème, c'est que pendant que tous ces gens font mumuse, critiquent, insultent, diffament, eh bien, ils ne s'occupent pas des véritables problèmes des Français. Et je dois dire que cela a été particulièrement flagrant et inquiétant après les attentats du 11 janvier dernier qui ont frappé la France et qui nous ont tous mis en deuil, bien sûr, où nous attendions tous, évidemment, non seulement une prise de conscience nationale qui a eu lieu au sein du peuple français au niveau de la mobilisation, mais aussi une réaction forte de la part de la classe politique française. C'était l'occasion rêvée pour mettre en place des mesures importantes afin d'assurer la sécurité de nos compatriotes qui aujourd'hui, il faut le savoir, est quand même mise à mal, puisque le niveau d'alerte Vigipirate est à son maximum et n'est pas redescendu, bien sûr, depuis ces attentats. Eh bien non, qu'est-ce que nous avons eu comme annonce depuis? Un grand plan de lutte contre le racisme. Il va falloir m'expliquer quand même le lien de cause à effet, parce que c'est pas un plan de lutte contre le racisme anti-français. Sachez-le, bien d'ailleurs que ce soit précisément cela dont il se soit agi dans ces attentats. C'est le point commun de toutes ces victimes était quand même d'être français. Donc l'idée c'est de dire qu'en fait c'est vous qui êtes attaqués, mais c'est vous qui devez culpabiliser. C'est vous qui êtes responsable. Et donc au cas où vous commenceriez à faire le lien entre tiens, immigration à contrôler, tiens, assimilation impossible, tiens, développement de l'insécurité, tiens, développement de l'islamisme sur le territoire et apparition du terrorisme, eh bien, pour vous empêcher de faire ce lien, il faut évidemment relancer la vieille machine rouillée, financée d'ailleurs par l'argent public, de la lutte, pseudo-lutte contre le racisme. On a eu aussi la déclaration des référents laïcité dans les écoles par Mme Najat Vallaud-Belkacem, et nous avons eu aussi l'apparition de la réserve citoyenne de François Hollande, qui est censée être, vous savez, l'héritier du service militaire. La réserve citoyenne, c'est-à-dire quelques heures données par mois sur la base du volontariat et du bénévolat dans les services publics. Je vous laisse imaginer que les profits qui sont censés être ciblés par cette réserve citoyenne vont quand même être un petit peu à côté de la plaque, puisque je m'imagine difficilement les frères Kouachi ou Mohamed Merah ou Koulibaly aller dire oui, bien sûr, moi j'adorerais être bénévole 5 heures par mois dans l'éducation nationale. Voilà, évidemment, c'est une fois de plus une mesure cosmétique qui ne répond absolument pas au problème d'insertion et d'inassimilation de ces Français, en tout cas ces Français de papier. Nous avons été les seuls, une fois de plus, à faire de vraies propositions concrètes, à savoir suspendre l'espace Schengen, qui aujourd'hui est une passoire absolument délirante, puisqu'il laisse entrer et sortir sur notre territoire quiconque aujourd'hui rentre au sein de l'Union européenne. C'est d'autant plus inquiétant que les chiffres de Frontex, cette agence de contrôle de l'immigration au niveau européen, a révélé que sur la période janvier-février 2015, il y avait une explosion de plus de 250% des entrées illégales au sein de l'Union européenne par rapport à la période de 2014. Il aurait fallu bien sûr déchoir de leur nationalité ces Français de papier et les exclure du territoire français. Il aurait fallu couper les vivres
aux filières islamistes qui existent aujourd'hui en France et qui sont financées par l'étranger. Des filières qui sont certes minoritaires, mais qui sont dangereuses parce qu'elles sont actives, parce qu'elles sont prosélytes, parce qu'elles sont riches, je vous le disais, financées par le Qatar et l'Arabie Saoudite, entre autres, mais surtout parce qu'elles ont face à elles une lâcheté politique absolument insupportable, un clientélisme politique absolument suicidaire, ou au mieux un silence abdicateur. Voilà ce que nous avons aujourd'hui, puisque chaque jour les politiques cèdent face aux revendications communautaristes. J'ai un exemple assez flagrant, je pense à M. Lagarde, président de l'UDI, qui a fait construire aux frais du contribuable une grande salle municipale à plusieurs millions d'euros, qui avait donc vocation à abriter une mosquée. Alors il nous explique que le loyer qui va être versé par cette mosquée va rembourser les millions d'euros dépensés par l'argent public. La vérité, c'est que le prix du bail est tellement dérisoire, le loyer est tellement dérisoire qu'il couvre à peine les intérêts qui ont été contractés par la mairie pour pouvoir payer cette salle municipale. Et pire encore, M. Lagarde se targue d'avoir volontairement dissimulé l'objectif, la vocation de cette mosquée, car il explique que sinon les habitants de sa ville s'y seraient opposés. Voilà le bel exemple de démocratie, de ces gens qui sont élus par le peuple, mais gouvernent systématiquement contre le peuple. Eh bien, je crois que c'est la grande différence entre eux et nous, car nous avons compris que mettre le doigt dans le communautarisme, c'est évidemment faire le lit des revendications politiques d'un islam radical. Et qu'on sait où commence le communautarisme, on ne sait pas où termine le communautarisme. Le problème, c'est ce que dit très justement Marine Le Pen, c'est qu'aujourd'hui, c'est les repas de substitution. Demain, ce seront les horaires de substitution. Après-demain, ce seront les jours fériés de substitution, comme c'est déjà d'ailleurs grâce à nos amis socialistes le cas dans les territoires d'outre-mer. Et après-demain, ce seront les lois de substitution, où évidemment tout cela va s'arrêter. Eh bien, nous réaffirmons notre attachement à la laïcité, nous sommes vraisemblablement les seuls, et nous réaffirmons le fait que ce soit au niveau de nos mairies, que ce soit au niveau des départements, que ce soit peut-être demain au niveau des régions et après-demain au niveau de la France, que nous ne céderons pas jamais face à ces revendications communautaristes. Et vous vous remerciez. Tous ces gens qui gouvernent contre le peuple mentent, dissimulent, trahissent systématiquement leurs promesses. Ce sont les mêmes qui, chaque fois, vous savez, ont le monopole de la République, qui brandissent la République en étendard comme une valeur morale, comme un signe de ralliement au camp du bien auquel nous n'appartenions pas. Eh bien, moi, je dis que tous ces gens, au contraire, sont les fossoyeurs de la République, parce que eux, ils ont lâché la laïcité, qui est une valeur républicaine fondamentale. Ils la trahissent chaque jour, parce que eux, ils ont lâché le principe d'assimilation, que nous sommes aujourd'hui les seuls à défendre. Parce que eux, ils sont pour la discrimination positive, qui est une politique raciste, et qui est totalement à l'inverse du principe de la méritocratie républicaine. Parce que eux, ils ont détruit la souveraineté populaire de la France, qui est justement le cœur de la République, en transférant la quasi-intégralité de nos compétences régaliennes à l'Union européenne. Et bien tous ces gens, ils brandissent la République, non pas par conviction, mais comme un slogan. La République, pour eux, c'est un slogan politique. Comme la justice sociale, slogan. Comme l'écologie, slogan. Parce qu'il va falloir expliquer ce qu'il y a d'écologique aujourd'hui à assommer nos agriculteurs de réglementation écologique, à les soumettre à la concurrence déloyale, intra-européenne et extra-européenne. Je vous rappelle quand même, un ouvrier agricole en France, 14 € de l'heure chargée. En Allemagne, ils ont fait venir des ouvriers polonais, 4 à 6 € de l'heure chargée. Et en Pologne, voilà leurs ouvriers en Allemagne, eh bien, ils sont allés chercher des Ukrainiens à moins de 4 € de l'heure chargée. Alors, nos agriculteurs, eh bien, on leur impose tout cela, mais en parallèle, on laisse notre marché inondé de produits agricoles qui ne respectent pas le quart du dixième
des réglementations environnementales que nous imposons à nos agriculteurs. Idem pour, évidemment, la réglementation sanitaire ou le droit social. Eh bien, c'est un slogan comme la solidarité, car aujourd'hui, les socialistes ont fait voter en première lecture la réforme territoriale, qui est une réforme qui, à moyen terme, a vocation à faire disparaître le département. En transférant ses compétences à ces nouvelles hyper-régions, c'est-à-dire que demain, eh bien, l'avenir du Vaucluse ne se fera plus en Vaucluse, mais à Marseille, à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous. Et évidemment, les grands perdants de cette réforme, une fois de plus, eh bien, ce seront les territoires ruraux, ce seront les territoires périphériques qui ne verront pas leurs intérêts défendus dans les grands centres, dans les grands pôles urbains que vont constituer demain ces grands pays. Eh bien, pour nous, tout cela, ce ne sont pas des slogans, ce sont des convictions. C'est 40 ans, quand même, rappelons-le, de convictions cohérentes, car nous, ça fait 40 ans que nous défendons, évidemment en nous adaptant, bien sûr, au contexte économique, au contexte social, au contexte politique, mais c'est quand même 40 ans de principes politiques qui n'ont pas changé et de cohérence politique qui n'a jamais été revenue. Et si je peux conclure sur une phrase qui peut-être nous anime et nous caractérise assez bien, en tout cas avec laquelle nous sommes en accord, c'est une phrase de Renan qui dit, il définit la nation. Il dit, une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses les constituent. L'une est dans le passé, l'autre est dans le présent. Avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. Eh bien, je crois que si le Front National rassemble aujourd'hui tellement, à travers la droite, à travers la gauche, à travers toutes les générations, eh bien, c'est non seulement parce qu'il est le seul à vouloir rappeler toutes les grandes choses que nous avons fait ensemble et à en être fiers, mais c'est aussi parce que nous sommes les seuls, je le crois profondément, à vous proposer encore de faire de grandes choses ensemble. Et ça va commencer. Ça va commencer, bien sûr, je l'espère, dimanche prochain. Et j'ai un désaccord, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un fondamental avec Éric Zemmour, qui a titré de son livre « Le suicide français ». Moi, je crois que la France n'est pas morte, qu'au contraire, elle peut renaître, elle va renaître, et si elle doit renaître, eh bien, cela commencera par le Vaucluse. Je vous remercie. Mes amis, sacrés